Bienvenue dans cette formation spécialement faite pour un débutant. L'objectif va être de voir tout le parcours qu'un investisseur peut faire, de l'ouverture de son compte chez un broker avec le choix de son premier produit financier jusqu'au fait d'investir. Tu vois que ce chapitre numéro 1 de la formation, je le tourne après avoir tourné toute la formation. On a déjà effectué un achat. Donc dans cette formation, on va effectuer ensemble un achat. On va voir ensemble comment ajouter des fonds sur son compte et on va voir absolument tous les éléments de cette plateforme, notamment DeGiro, en détail. Je te donne rendez-vous tout de suite dans le chapitre suivant. Dans cette première partie, on va voir deux brokers essentiellement que moi j'utilise. Je t'en proposerai pas d'autres parce que je ne parlerai pas des autres brokers car je ne les connais pas. Néanmoins, c'est à toi de choisir le broker qui te correspond le mieux, et ça sur plusieurs critères. Ça peut être un critère d'un point de vue technologique, ça peut être un critère de compréhension de la plateforme, ça peut être un critère aussi de tes propres connaissances. Si tu estimes que c'est quelque chose qui est relativement flou pour toi, ou tout du moins qu'une plateforme est trop floue pour toi, essaye de voir s'il n'existe pas une qui te correspond le mieux. Et bien évidemment, il faut aussi faire attention à ce que cette plateforme soit connue et reconnue, d'accord? Donc c'est pour ça que moi j'utilise que DeGiro et notamment une autre plateforme qui est l'autre broker Revolut, parce que ce sont deux plateformes qui sont reconnues aussi bien d'un point de vue légal et aussi bien d'un point de vue clientèle et service derrière, d'accord? Pourquoi ces deux plateformes? Alors moi j'utilise par exemple DeGiro essentiellement sur de l'investissement que je montre sur la chaîne YouTube, d'accord? Le compte est exclusivement réservé pour la chaîne YouTube, pour montrer d'un point de vue pédagogique que c'est tout à fait possible d'investir sur les marchés sans forcément mettre des centaines de milliers d'euros sur la table et que l'on peut se constituer un capital au fur et à mesure. Et c'est aussi volontaire que j'ai commencé avec un petit capital sur DeGiro pour pouvoir te montrer ça. Et notamment DeGiro a eu une très grosse croissance en tant qu'entreprise au niveau du Covid. Il y a énormément de personnes qui sont venues s'inscrire pendant cette période-là. Moi le premier d'ailleurs, parce que à cette période j'avais repéré déjà cette plateforme, donc je m'étais inscrit sur la liste d'attente pour pouvoir accéder aux services de DeGiro. Après par la suite ça s'est un petit peu plus démocratisé, donc DeGiro a ouvert beaucoup plus ses portes, mais ça reste encore, tu vois, une plateforme qui est relativement jeune et qui sait utiliser la technologie que l'on peut avoir aujourd'hui pour pouvoir proposer des services de bonne qualité. De l'autre côté, donc ça c'est le critère principal de pourquoi j'ai utilisé DeGiro, parce que la plateforme principale que moi j'utilise, c'est Revolut. Je l'utilise essentiellement pour acheter des actions à dividendes uniquement sur le marché américain. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette plateforme-là? Initialement, c'est parce que j'avais besoin d'une plateforme qui soit très bien intégrée sur le téléphone mobile. Et cette plateforme va proposer une interface qui va être exclusivement réservée pour le téléphone mobile. Donc ça veut dire que contrairement à DeGiro où tu vas pouvoir l'utiliser en tant que plateforme de bureau, tu vas pouvoir investir sur ton ordinateur et là, tandis que Revolut, tu vas investir principalement sur ton téléphone mobile. Ils ont une plateforme web, mais autant te dire que tu seras beaucoup plus à l'aise à investir sur le téléphone mobile. Donc c'est pour ça que j'utilise Revolut. C'est pour pouvoir investir sur le marché américain et notamment pouvoir aussi avoir un RIB en dollars et non pas en euros, mais ça c'est pour d'autres raisons. Il propose aussi Revolut d'autres produits financiers que je trouve intéressants, notamment, et c'est pour cette raison que je suis aussi chez eux, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un compte de rémunération au quotidien. C'est une rémunération que tu vas percevoir sur de l'argent que tu déposes chez eux, un petit peu comme un livret A. La seule différence, c'est que là, tu vas être rémunéré tous les jours en fonction d'un pourcentage qui correspond à la valeur d'une monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un produit que je trouve intéressant. Il est très probable que DeGiro propose exactement le même type de produit, bien évidemment. La seule différence, c'est que moi, chez DeGiro, je vais principalement investir sur les ETF et je ne vais pas avoir d'actions américaines sur ce type de compte. Donc tu vois que moi j'ai vraiment une séparation entre ces deux brokers, entre ces deux plateformes et j'ai une préférence pour aller investir avec Revolut sur le marché américain et notamment sur mon téléphone mobile, ce qui me permet d'investir d'absolument
partout où je veux, notamment voilà, quand je suis en déplacement par exemple sur la France. Et de l'autre côté, je vais pouvoir investir principalement sur des ETF et en même temps, je vais pouvoir partager avec toi mon expérience sur cette chaîne YouTube par l'intermédiaire de DeGiro. Après, en termes de tarifs, très honnêtement, j'estime que les tarifs sont quasiment identiques, même s'ils n'ont pas le même business model entre les deux, d'accord, mais pour ainsi dire quasiment identiques chez DeGiro ou chez Revolut. Chez Revolut, tu vas avoir la possibilité d'acheter une fois dans le mois sans avoir de ce qu'on appelle de frais, d'accord, de transactions, et après les autres transactions vont être payantes, mais très honnêtement, sur des achats de par exemple moins de 500 euros d'achat d'actions, tu vas payer à moins de 2 euros de frais de transaction. Je dis moins de 2 euros, c'est la fourchette vraiment extrêmement haute, puisqu'on se rapproche plus du dollar, alors on va parler en dollars, on se rapproche plus du dollar de frais sur à peu près 500 euros. Donc c'est vraiment pas très cher en termes d'accès justement au marché américain par l'intermédiaire de Revolut. Et tu vois ici, on a des frais de courtage qui sont 1 euro de frais de courtage plus 1 euro de frais de gestion, enfin ouais, voilà, sur le marché US. Et les ETF, c'est pour ça aussi que c'est intéressant chez DeGiro, tu as 0 euro de frais de courtage, par contre tu as 1 euro de frais de gestion. Donc c'est la petite différence entre les deux. On va pas s'amuser à comparer les grilles tarifaires entre les deux, parce que comme ils ont deux grilles tarifaires différentes, on ne peut pas s'amuser à les comparer de façon objective. C'est comme un plombier qui vient remplacer ton robinet chez toi. En fonction du produit qu'il va te proposer derrière, il ne te proposera pas forcément le même produit. Il aurait fallu que ça soit à comparaison égale du même produit. Donc c'est pour ça que voilà, il ne faut pas forcément s'attarder sur les frais, même si c'est important, parce que indirectement, sur plusieurs années, ces petits frais qui sont grignotés par justement les achats sur les marchés financiers sont des frais qui sont à prendre en compte et qui sont des frais que tu ne vas pas faire fructifier dans ton capital. Mais ceci dit, ce sont de très grosses plateformes et ils ont des frais extrêmement compétitifs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'enregistrement, à la création d'un compte, notamment chez DeGiro. Je te laisserai découvrir comment faire chez Revolut. Juste une petite parenthèse supplémentaire sur Revolut. Revolut propose, je sais qu'il propose une carte de crédit, d'accord, où tu peux l'utiliser pour pouvoir déposer par exemple ton salaire et puis en même temps faire des dépenses dans le mois. Donc c'est vrai que ça reste intéressant si tu veux en même temps avoir et une carte de crédit pour avoir une banque par exemple, donc c'est une banque en ligne, et en même temps pouvoir investir facilement en quelques clics sur les marchés US. Je ne sais pas à l'heure actuelle si DeGiro propose une carte de crédit dans ses offres, mais il est très probable que c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver prochainement. La prochaine étape, c'est bien évidemment d'ouvrir un compte client chez le broker. Alors je pourrais pas faire tout le processus jusqu'au bout puisque j'ai déjà un compte client chez eux. Néanmoins, quand tu cliques sur ouvrir un compte, tu vas arriver sur ce type de page où on va te proposer dans quel pays tu te trouves. Donc généralement, si tu es français, tu vas cliquer sur France et à partir de là, tu vas pouvoir commencer le processus d'enregistrement. Donc on te demande ton adresse email, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Après, les étapes qui vont suivre vont être des étapes de création de compte client. On va te demander ta pièce d'identité, un justificatif de domicile le cas échéant, pour pouvoir avoir accès au marché. Ce sont des informations normales et légales à donner à une banque, puisque DeGiro reste une banque, d'accord, et ce sont des informations qui vont être utilisées pour la création de ton compte. Et dans les étapes, dans ce processus d'enregistrement que tu vas aussi avoir des questions qui vont être posées sur la finance. C'est pas des questions extrêmement compliquées en soi, mais ça peut être des questions déroutantes parce qu'ils utilisent des termes techniques qui peuvent être plus ou moins compliqués. Le conseil que je peux donner, et ce n'est qu'un conseil, c'est de recopier les questions et les réponses et de les donner à ChatGPT pour que lui te permette de répondre au juste à la question, d'accord, qu'il puisse te donner la bonne réponse. Attention, l'idée c'est pas de tricher avec les questions de DeGiro, parce que bien évidemment c'est pas à ton avantage de faire ça. L'idée c'est de demander à ChatGPT la meilleure réponse, mais en même temps de t'expliquer pourquoi c'est la meilleure réponse, de telle sorte à
comment dire, rentrer dans un système d'investisseurs qui continue à apprendre de ces différentes expériences. Hein, d'accord ? L'idée, c'est pas d'atteindre le point A et le point B sans absolument rien comprendre. L'idée, c'est d'atteindre le point A, de partir du point A et d'atteindre le point B en essayant d'apprendre quelque chose de nouveau en supplément. Donc c'est pour ça que quand tu vas répondre à ce questionnaire, d'accord, tu peux t'aider de ChatGPT, tu peux demander à ChatGPT la bonne réponse, mais surtout, demande-lui de t'expliquer le pourquoi c'est la bonne réponse, d'accord, en quoi ça correspond à la bonne réponse. Généralement, ChatGPT est assez verbeux quand il va te répondre, donc il va te donner plus d'explications, mais une autre petite astuce, c'est aussi de lui demander d'expliquer ça comme si tu étais un collégien pour vulgariser en fin de compte les propos et que tu puisses au mieux les assimiler. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de l'investissement simplement pour placer de l'argent, on est là pour faire de l'investissement et apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouveaux concepts. Et moi encore aujourd'hui, j'apprends de nouvelles choses. Je suis pas banquier d'affaires, donc pour le coup, il y a des choses que je ne connais pas dans l'investissement, mais quand je tombe sur une problématique, eh bien systématiquement, je vais essayer d'apprendre une nouvelle chose. Donc à partir de ce moment-là, tu vas donc rentrer dans le processus de création de compte client en partageant, il est très probable aussi d'ailleurs que tu puisses naviguer entre l'interface web et ton téléphone mobile quand tu vas passer la phase d'identification. Il faut que tu aies des pièces d'identité qui soient valides, notamment une carte d'identité valide. Attention, en France, la carte d'identité est valide même 5 ans après sa date de péremption. Sauf que des banques comme DEGIRO ou encore comme Revolut, eux prennent la date de péremption de la carte d'identité, d'accord ? Donc tu n'as pas ces 5 ans supplémentaires. Donc si tu n'as pas, c'est un petit peu hors limite au niveau de la carte d'identité, et bien dans ces cas-là, il faut que tu la refasses avant d'ouvrir ton compte. Donc c'est plein de petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention, mais pour le coup que tu vas pouvoir appliquer dans l'enregistrement de ton compte. Si à un moment donné, dans l'enregistrement de ton compte, on te propose une authentification, une double authentification, je te conseille bien évidemment de l'accepter. Ça demande un tout petit peu plus de travail, mais ça va encore mieux sécuriser ton compte parce que voilà, ça reste quand même de l'argent qui est déposé dessus et son argent, il faut le protéger au maximum. Une fois que tu auras fait ton inscription, tu vas arriver sur une plateforme qui va ressembler à ceci chez DEGIRO. Alors c'est joli, ça clignote dans tous les sens, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. On va faire un petit tour de la plateforme de telle sorte à ce que quand tu vas commencer à faire tes premiers investissements, tu sois à l'aise avec cette plateforme-là, d'accord ? Donc on va commencer par voir les différents menus. Ici, on a le menu marché, donc c'est la place principale, d'accord ? C'est ce que tu vois ici. Tu vas avoir les favoris, tu vas voir que moi, au niveau favori, je n'ai absolument rien parce que je n'ai pas beaucoup d'actions ou quoi que ce soit chez DEGIRO, comme je te l'ai expliqué dans la première partie. Tu vas avoir la partie portefeuille, c'est les différentes lignes d'investissement que tu peux avoir chez DEGIRO, donc c'est tous les achats sur les marchés financiers que tu vas avoir. Ici, on voit que j'ai un seul produit financier sur lequel je suis exposé et qu'en même temps, c'est un ETF. Tu as la partie courrier, donc la courrier, c'est pas forcément le truc qui va nous intéresser plus, et puis tu as la partie produits où on va retrouver les différentes actions, que ce soit des actions françaises, américaines, etc., ou les différents ETF qu'on peut retrouver et d'autres produits financiers qu'on n'abordera pas parce que c'est des notions plus avancées. En règle générale, si on veut se constituer au début un premier capital sur les marchés, la plupart du temps, c'est les actions et les ETF qui sont mis en place. Donc une fois qu'on a fait ce tour-là, après tu as la partie profil, d'accord, paramètres de ton interface, et puis d'autres petits outils supplémentaires que l'on ne verra pas ici, puisque c'est pas forcément utile. Dans la partie haute de l'interface, c'est celle qui va nous intéresser peut-être un peu plus, tu vas retrouver les différentes informations concernant l'état de ton compte. C'est-à-dire que ton compte va avoir différents états. Tu vas avoir le moment où tu vas ajouter de l'argent pour la première fois dessus. Tu vas avoir le moment où tu vas avoir investi ton argent pour la première fois. Et puis après, tu auras l'évolution de cet argent-là au fur et à mesure que ça va grandir, au fur et à mesure des investissements que tu vas faire. D'accord ? Il faut bien comprendre que tu peux aussi perdre
de l'argent sur les marchés. Mais encore une fois, sur des marchés qui sont en croissance, comme par exemple la technologie avec, je sais pas, Nvidia, avec Apple, avec Microsoft, des entreprises d'actions comme ça, en règle générale, ont les reins suffisamment solides pour être des actions qui vont grossir. Et puis de l'autre côté, les ETF, si tu prends des ETF qui reprennent des valeurs dans le monde, et bien pour le coup, c'est aussi des produits financiers qui ont tendance à grandir et non pas, s'écrouler, comme on pourrait l'entendre dire dans les marchés, enfin dans les journaux financiers spécialisés. Tu le vois d'ailleurs ici, au bout d'un an d'investissement, même pas un an encore d'investissement uniquement sur une seule ligne d'investissement, d'accord, on n'a qu'un seul produit financier d'investi sur ce compte-là. Au bout d'un an, on est déjà à 569 euros de gains sur justement sur ce compte-là. Donc comment que ça se passe? Tu n'auras peut-être pas exactement la même interface que moi parce que j'ai une option supplémentaire qui me permet de faire de l'hypothèque. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? L'idée c'est de rester très simple, mais tu vas avoir donc une partie haute où tu vas avoir la totalité de l'argent que tu as sur ton compte. Tu vois que ici j'ai donc 4259 euros sur ce compte-là, d'accord? Et tu vas avoir la quantité d'argent sur lequel tu vas être investi, d'accord? Donc ça, c'est l'investissement que tu auras effectué. Si tu regardes un petit peu, il y a une petite différence entre les deux. J'ai moins d'argent sur mon compte que sur mon portefeuille action. Ça pourrait te paraître bizarre. En fait, je suis à crédit de 10 euros, mais c'est la petite partie hypothèque que je ne vais pas évoquer ici. Sache que quand tu vas ouvrir ton compte chez DeGiro, tu ne pourras pas au départ être à découvert comme c'est le cas actuellement, d'accord? Et encore une fois, même si tu débloques la petite option que moi j'ai débloquée quand tu auras plus d'expérience, tu vas voir que tu vas avoir un certain nombre de contraintes, de limites qui vont faire que tu ne pourras pas faire n'importe quoi. Ça, c'est pour le bien et la sécurité de DeGiro, mais c'est aussi pour ton bien et ta sécurité derrière. Donc, ce que tu vas voir, c'est que ici, tu vas voir le montant de l'argent qui est mis à ta disposition pour investir. On voit que je suis dans le négatif, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Mais toi, quand tu vas déposer ton premier montant, ton premier capital, ça peut être 100 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 500 euros, ça peut être le montant que tu choisis, eh bien, tu verras déjà ce montant-là s'afficher à cet endroit-là. En même temps, tu le verras aussi affiché sur le total du compte, puisque c'est le total que tu peux avoir sur ton compte à l'heure actuelle. Et une fois que tu vas acheter tes premières actions ou tes premiers ETF, eh bien ce montant va se diminuer pour pouvoir augmenter le montant de ton portefeuille, puisque ton portefeuille, eh bien c'est tout simplement le nombre de lignes que tu as d'investissement multiplié par le nombre de quantités que tu as par ligne d'investissement. Ici, on voit que pour cette ligne d'investissement en ETF, j'ai 76 unités, d'accord? J'en ai acheté 76 en l'espace d'un an, uniquement sur cette ligne-là, d'accord? Donc, tu vas avoir ces trois montants-là. Là, c'est le total de tout ton compte. Ça, c'est le total de tes investissements. Et ça, c'est le montant que tu as à ta disposition pour investir de l'argent. Et quand tu vas acheter des actions à dividendes ou des ETF, on va voir ça un peu plus en détail après, eh bien, tu vas de temps en temps recevoir un petit peu d'argent supplémentaire et ça va être déposé ici. Et cet argent-là, tu as le choix soit de l'utiliser pour toi, soit le choix de continuer à faire grossir ton capital et de le réinjecter dans ton portefeuille. Ensuite, alors c'est peut-être ça une information que tu n'auras pas forcément, c'est ce qu'on appelle la marge libre. Concrètement, c'est le montant que je peux encore injecter sur les marchés. Concrètement, c'est la petite partie hypothèque que je t'ai parlé, mais celle-ci, normalement, tu ne devrais pas l'avoir. Enfin, tu vas avoir une autre colonne qui va être intéressante pour toi, qui est donc le PNL cumulé, d'accord? Donc les plus-values que tu vas avoir sur les marchés, alors plus-values ou les pertes latentes que tu vas avoir, enfin cumulées que tu vas avoir sur le marché. Donc ici, on voit que actuellement sur le marché, j'ai gagné par rapport à tous les montants que j'ai déposés, par rapport à tous les ETF que j'ai achetés, d'accord? Donc sur les 76 actions que j'ai achetées ou les 76 parts d'ETF que j'ai achetées, eh bien j'ai tout simplement fait un gain de 569 euros sur la période du 15 janvier 2023 et à l'heure actuelle on est le 13 novembre 2024, donc en un peu moins d'un an.
Et à cet endroit-ci, donc ça c'est des petites informations complémentaires où tu vas pouvoir avoir le nombre d'ordres qu'il y a en cours et puis les nombres de transactions que tu as fait à ce jour. Donc ça c'est quelque chose qui se réinitialise quasiment tous les jours, notamment si tu achètes directement sur le marché. Tu as la possibilité de l'agrandir un petit peu, voilà, ça te donne des informations de façon un petit peu différente, peu importe, c'est pas vraiment le problème. On a une information supplémentaire qui est intéressante quand même, c'est une information qui peut être problématique quand on débute d'ailleurs, c'est-à-dire on va très souvent regarder cette partie-là. Mon conseil, c'est regarde tes actions, si tu n'investis qu'une seule fois par mois, ne regarde tes actions qu'une seule fois par mois, d'accord? Ne regarde pas tes actions ou l'évolution de tes actions tous les jours, parce qu'il y a des jours où ça va baisser, il y a des jours où ça va monter. Moi, je te montre une capture d'écran quasiment quotidienne de ce compte-là sur mon compte Twitter, ou on devrait dire aujourd'hui sur le compte X. Pour te montrer qu'il y a des jours où on va être dans le rouge et puis des jours où on va être dans le positif. Mais le plus important, et c'est la règle d'or, c'est ce montant-là qui nous intéresse, puisque c'est ce montant-là qui nous prouve que sur le long terme, eh bien, c'est une méthode, l'investissement par capitalisation, c'est une méthode qui fonctionne. Donc ça, c'est un petit peu le tour que tu vas avoir en termes de, d'informations qui vont être intéressantes pour toi. Il y a une dernière chose intéressante à voir, c'est le formulaire que tu trouves ici qui va te permettre de rechercher facilement les différents produits que tu peux retrouver sur les marchés. Tu peux le rechercher par le nom de l'investissement. Ici, par exemple, on a un investissement iShares Core S&P 500 et notamment, on voit que c'est un ETF en dollars distribuant. Eh bien, pour le coup, on pourrait le rechercher comme ça. On pourrait faire un iShares, hop là, iShares, voilà, et donc il va nous rechercher tout ce qui contient potentiellement iShares. Ou autrement, on peut aller rechercher par un identifiant. Tu vois que ici on a des identifiants, et notamment on a un identifiant ici qui est IE. Alors attends, je vais effacer ça, voilà. On va aller ici. À cet endroit-là, on a ce petit identifiant-là sur le produit, et donc ce produit-là, on pourrait très bien le rechercher de cette façon-là, et on va se retrouver avec plusieurs identifiants à peu près identiques. Moi notamment, on voit que j'ai un identifiant qui est en USD, en tout cas moi c'est le produit que j'ai en USD, mais tu peux aussi l'avoir en euros, etc. etc. Donc ce petit formulaire de recherche est intéressant, surtout si tu vient de journaux économiques. Imaginons que dans un journal économique, tu as repéré un ETF qui te semble intéressant. On va parler de produits financiers pour faire très généraliste, de telle sorte à ce que je ne vienne pas t'embrouiller avec le nom d'action ou d'ETF ou quoi que ce soit. Donc on va parler d'un produit financier. Si tu vois un produit financier qui t'intéresse, eh bien tu peux relever soit le nom de ce produit financier, soit l'identifiant et aller le rechercher ici pour avoir des informations justement sur ce produit-là. Après, tu as le choix de le mettre en favori, notamment avec la petite étoile, ce qui va se ranger à cet endroit-ci si tu veux suivre l'évolution derrière. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à apprendre et ça, c'est des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure. Maintenant, voyons la différence entre un ETF et une action, puisque jusqu'à maintenant, on a parlé un petit peu d'action, on a parlé un petit peu d'ETF, et pour le coup, ça peut paraître un peu flou. Quand tu vas dans la partie produits de Giro, tu te retrouves avec les actions et ce qu'ils appellent les trackers ETF. Tu vas comprendre pourquoi tracker ETF dans un instant. On va passer d'abord sur les actions, et on voit que sur les actions, eh bien, on en a dans plusieurs catégories. Il y a les actions en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais tu as aussi, bien évidemment, d'autres pays qui existent. Ce qui veut dire que dans chacun de ces pays, tu vas avoir des entreprises. Ces entreprises-là, pour certaines d'entre elles, vont être ce qu'on appelle cotées en bourse. Ça veut dire que leur valeur d'entreprise va être cotée en bourse. Et cette valeur d'entreprise va avoir un coût divisé par des petites parts. Concrètement, une entreprise, par exemple, pourrait très bien avoir plein de petites parts de 10 € chacune et permettre à des investisseurs d'acheter un certain nombre de parts de l'entreprise. Ce nombre de parts est réparti en fonction de tous les investisseurs, ce qui fait que certains investisseurs auront plus de valeur de l'entreprise parce qu'ils auront acheté un nombre de parts plus important, et d'autres investisseurs auront probablement un petit peu moins de parts. Donc concrètement, c'est un partage
de la richesse de l'entreprise, où des investisseurs vont rajouter un petit peu de capital en achetant des parts, et ce qui fait en même temps gonfler la valeur de l'entreprise aussi. Donc les actions, eh bien concrètement, ce sont des morceaux d'entreprise que chaque investisseur ou que chaque personne ou qu'un particulier pourrait acheter. On peut en acheter un ce mois-ci, on peut en acheter 2 le mois prochain, on peut ne pas en acheter le mois suivant, on peut en acheter 10 le mois qui suit encore. Voilà, on est libre d'acheter ou pas un certain nombre de parts. On est aussi libre de revendre ces différentes parts. Imaginons que une action que tu aies achetée à 10 € soit montée à 15 € et que tu considères avoir suffisamment fait de profit, tu peux revendre à 15 € et récupérer une partie de cet argent-là. C'est tout à fait aussi vrai dans l'autre sens. Attention, hein, une entreprise qui a une part à 10 €, si elle descend parce qu'elle a une valeur moins importante aux yeux des investisseurs, si elle descend à 9 €, eh bien tu auras perdu 1 € par part. Donc ça, il faut bien le comprendre, mais l'idée ici, c'est de comprendre que les entreprises sont découpées en petites parts, d'accord, en petites portions de leur valeur, et que tu peux acheter des portions de cette valeur d'entreprise. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que tu as 2 types. Donc ces différentes parts, c'est ce qu'on appelle des actions. Et donc tu as 2 types d'actions. Tu as les actions qui sont des actions capitalisantes, donc c'est des actions qui vont être au service de l'entreprise et pour l'entreprise et qui seront réinjectées directement dans l'entreprise. Et de l'autre côté, on a les actions qui sont à dividendes. Et ces actions à dividendes ont un petit avantage supplémentaire qui est de proposer à la personne qui fait confiance à l'entreprise en investissant dedans d'avoir un petit retour sur les bénéfices. Et en fonction du nombre de parts que tu as achetées, eh bien tu vas recevoir un nombre et en fonction du nombre de parts que tu vas avoir acheté, eh bien tu vas recevoir ce nombre de parts en dividendes. Si par exemple par différentes parts, l'entreprise reverse 10 centimes, que tu as acheté 100 actions d'une entreprise, eh bien tu auras 100 fois les 10 centimes de dividendes qui vont être reversés. Les versements des dividendes se font à différentes périodes de l'année. Certaines entreprises ne reversent qu'une seule fois par an les dividendes. D'autres entreprises, c'est 2 fois par an. Et d'autres entreprises encore, c'est tous les trimestres. Donc, en fonction de ça, eh bien, tu peux choisir tes entreprises. À titre personnel, moi j'aime bien qu'une entreprise me reverse régulièrement des dividendes parce que ça fait toujours plaisir de voir des dividendes tomber sur son compte. C'est pour ça que je vais avoir une affinité avec les entreprises qui reversent tous les trimestres une partie de leurs dividendes. Ceci dit, c'est à peu près la même chose, puisque entre verser 1 € de dividende une fois par an ou diviser 1 € de dividende sur des trimestres différents, c'est exactement la même chose au final, tu reçois 1 € à la fin. C'est juste d'un point de vue psychologique, ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Encore une fois, je vulgarise, d'accord, si tu as déjà de bonnes connaissances dans le domaine des actions, bien évidemment mes explications peuvent te paraître très simples, mais l'idée c'est quand même de faciliter l'accès et puis bien évidemment par la suite de venir renforcer ces connaissances pour pouvoir devenir un investisseur aguerri. À partir de ce moment-là, tu as 2 choix. Tu as le choix des actions qui sont capitalisantes, donc qui ne reversent pas de dividendes, et tu as le choix d'avoir des actions qui reversent des dividendes. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle les ETF, les trackers ETF. Donc je vais te montrer l'ETF qu'on a sur notre compte que je te présente régulièrement. C'est cet ETF-là. Donc c'est un ETF qui va répliquer. C'est pour ça qu'on appelle ça un tracker, un répliqueur, ou je sais pas, qui va répliquer la cotation d'un indice très connu. Notamment ici, on a le tracker S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, d'accord, qui sont toutes entre guillemets additionnées de telle sorte à montrer la valeur d'un groupement d'entreprises. Et notamment ce groupement d'entreprises, c'est les 500 meilleures entreprises américaines. Ces entreprises-là, ce sont des actions qu'elles ont derrière, d'accord ? Donc un tracker, un ETF, eh bien c'est tout simplement un intermédiaire qui va pour toi faire le travail d'acheter des actions d'entreprise
qui sont les actions d'entreprise les plus cotées du S&P 500, et qui vont, donc ces personnes-là qui gèrent justement ce tracker-là, qui gèrent cet ETF-là, vont faire cet investissement pour toi, et toi tu vas pouvoir acheter chez eux en tant qu'intermédiaire. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques petits frais de temps en temps sur les trackers, mais ça on pourra le voir plus tard, d'accord? Donc ces trackers-là, ces ETF, sont une réplique, d'accord, sont un suivi des performances d'un indice. Notamment, on a l'indice du S&P 500, on pourrait très bien avoir d'autres indices, d'autres trackers qui existent dans le monde. Tu as des trackers qui sont spécialisés, par exemple, dans l'achat d'entreprises ou dans l'achat d'actions d'entreprises dans le domaine de l'environnement. D'autres, c'est par exemple les entreprises qui reversent les plus forts dividendes. D'autres, c'est dans des entreprises, donc d'autres ETF, d'autres entreprises qui sont les plus fortes croissances en termes d'entreprise sur une durée spécifique. Donc en fonction de ça, tu peux choisir en fin de compte ce que tu veux avoir dans ton portefeuille. Là ici, on prend uniquement le tracker S&P 500 parce que j'avais pris ce tracker-là à but pédagogique et te montrer que en prenant uniquement qu'une valeur dans le monde, on pouvait réussir à se constituer un portefeuille sympathique, mais tu pourrais très bien utiliser un ETF qui ne va investir que dans les entreprises françaises ou un ETF qui va investir que dans les entreprises européennes. Donc là, c'est un choix. Et donc cet ETF-là, comme je te le disais, va acheter elle-même des parties d'entreprises, elle va répartir l'achat des différentes entreprises et va t'en faire bénéficier, va t'en faire profiter du fait que toi, tu investisses dans cet ETF. Et tu as encore une fois deux types d'ETF. Tu as les ETF qui sont capitalisants, donc qui vont réinjecter en fin de compte tous les bénéfices dans le capital de l'ETF. Et tu as aussi les ETF distribuants. Tu vois qu'ici, on a un petit distribuant, donc DIST, qui t'informe que tu vas pouvoir aussi recevoir des dividendes. Donc ça veut dire que cet ETF-là va me reverser des dividendes parce que j'ai investi dans cet ETF-là. Et pour te donner à titre d'exemple, ici on va recevoir, on va simplifier, mais on va recevoir par part achetée 10 centimes de dividendes par exemple. Comme j'en ai 76, eh bien je vais faire 76 fois le nombre de dividendes puisque j'ai 76 parts dans cet ETF là. Et si l'année prochaine par exemple j'achète 100 quantités supplémentaires, je serai à 176 parts dans cet ETF là, donc j'aurai le droit à 176 fois le nombre de dividendes qui va être reversé. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir faire grossir tout ça et arriver à un stade où tu auras suffisamment de parts pour te reverser peut-être 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300, 500, qui sait, euros de dividendes, ne serait-ce que par mois. Ça c'est quelque chose qui est totalement atteignable en prenant une routine d'investisseurs réguliers et en injectant de l'argent régulièrement sur les marchés. Donc voilà la différence entre des actions. Dans les actions, tu vas acheter des parts d'une entreprise, tu vas directement être en train d'acheter avec l'entreprise, et un ETF, eh bien c'est comme si tu avais un intermédiaire qui se gère pour toi, ou tout du moins qui s'occupe pour toi d'investir elles-mêmes dans les entreprises, et si ces entreprises-là ne correspondent plus à leur cahier des charges, eh bien c'est eux qui font le travail nécessaire pour pouvoir supprimer l'entreprise qui fait une défaillance dans leur propre système. Ici, on a les 500 plus grosses capitalisations en entreprise aux États-Unis. À partir du moment qu'une entreprise ne rentre plus dans ces 500-là, elle est remplacée par une autre, et donc toi indirectement tu bénéficies de cet avantage de remplacer par une autre. Alors que si tu achetais tes propres actions, notamment des actions françaises, peu importe, eh bien on peut prendre on peut prendre BNP pour prendre l'exemple, eh bien ça va être à toi en tant qu'investisseur, parmi toutes les actions que tu as achetées, de gérer et de te dire non, BNP finalement rentre pas dans mes critères d'achat d'actions parce qu'elle n'est pas suffisamment performante, je m'attends à ce qu'elle fasse par exemple minimum 1% par mois, et bien concrètement, comme ça fait 6 mois qu'elle ne fait plus 1% par mois, je la retire de mon portefeuille moi-même et je vais en prendre une autre pour le faire rentrer dans mon portefeuille. Ce qui fait que tu fais le travail d'un gestionnaire d'ETF, mais tu le fais
à ton niveau. Donc voilà un petit peu les différences entre actions et ETF, j'espère que ça a été clair. Maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place tout ça ensemble. J'ai donc profité d'une petite pause pour rajouter à peu près 1200 € sur ce compte de Giro, parce que l'objectif maintenant ça va être d'investir pour de vrai et dans des ETF, et puis on va rajouter une petite ligne d'ETF à notre portefeuille. Notamment si tu te poses la question comment est-ce qu'on fait pour rajouter de l'argent sur un compte de Giro, c'est assez simple, tu vas dans ton profil tu cliques sur compte bancaire lié. Alors je vais pas cliquer dessus parce que du coup tu vas voir le RIB qui est le mien, mais ça va te donner en fait les identifiants du RIB de ton compte de Giro. Et ce RIB là, tu vas pouvoir soit le déposer à ta banque, soit le rentrer directement en ligne. Moi par exemple j'ai un compte qui est donc Conto, sur lequel j'ai renseigné le RIB par défaut sur ce compte là, et puis j'ai plus qu'à faire le virement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu as des banques qui sont en ligne comme Conto ou N26 ou d'autres banques numériques, ton virement se fait en instantané, notamment Boursorama ou d'autres comptes en ligne, c'est assez rapide. Après si tu passes par une banque un peu plus traditionnelle comme le Crédit Agricole, il est possible que tes premiers virements soient bloqués, ou tout du moins la durée soit un peu plus longue, parce que les banques ont tendance un petit peu à essayer de savoir où vont les fonds. Ils se posent des questions, et ça m'est déjà arrivé d'avoir au début des appels de la banque et qui me posent la question pourquoi est-ce qu'il y a 2000 € qui partent comme ça sur un compte extérieur. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse à laquelle il faut faire attention. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à creuser un petit peu tout ça, et on va essayer de se trouver un petit ETF à rajouter à notre, tout simplement à notre panier d'ETF, de telle sorte à augmenter notre exposition, de diversifier aussi, mais aussi d'augmenter notre exposition sur les marchés. Alors une petite ressource intéressante si tu veux faire des recherches d'ETF, et notamment comparer des ETF les uns avec les autres, tu as le site JustETF qui existe, c'est justetf.com, et ce site-là, tu vas pouvoir retrouver pas mal d'informations sur plein d'ETF différents, notamment ici, hop, on a un petit sélecteur d'ETF, tu vois, il y a pas mal d'informations, notamment tu peux trier tes ETF par taille de fonds, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais par les différents frais que tu peux avoir. Tu peux aussi avoir donc les performances de l'ETF, donc tu as pas mal de petites informations qui à mon sens sont intéressantes et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pouvoir sélectionner tes propres ETF en fonction de tes propres objectifs. Là on a un ETF qui est un ETF S&P 500 sur notre compte, d'accord, donc ça c'est l'ETF qu'on a dans notre portefeuille, c'est celui-ci. Maintenant ce que j'aimerais bien c'est un petit peu élargir en fin de compte mon portefeuille et prendre un ETF un peu plus large, notamment celui-ci qui est assez connu en fin de compte, hein. C'est un ETF un peu standard qui existe, mais qui a pas mal de petits avantages, notamment par exemple les frais ne sont pas excessivement chers, tu vois ici le taux de ratio de frais totaux pour l'ETF s'élève à 15%, donc en soi c'est pas excessivement cher par rapport à d'autres ETF qui existent sur le marché, et la part de l'ETF est assez sympathique, c'est-à-dire que concrètement elle est accessible à presque tout le monde, presque tous les portefeuilles. Si tu arrives à gagner, je sais pas, tu fais un petit travail ou un truc comme ça en complément, un petit complément de revenus, imaginons que tu montes une petite chaîne YouTube qui te rapporte 50 €, 60, 70 € par mois, tu peux acheter une ou deux parts de cet ETF tous les mois parce que ce petit business est venu t'apporter un petit complément de revenus. Imaginons que tu as un petit statut d'auto-entrepreneur et que tu fais des jardins ou que tu fais, je sais pas, du service à la personne, tu gagnes 100, 200 € supplémentaires par mois, et bien tu peux t'acheter 4, 5 parts de cet ETF supplémentaire tous les mois. Donc il est quand même assez accessible, et puis pour une personne qui, imaginons, soit payée au SMIC, faire un petit effort de 35 € ou de, on va dire, 36 € par mois pour pouvoir acheter cet ETF là, c'est un effort qui à mon sens est bon sur le long terme pour déjà commencer, pour déjà mettre le pied à l'étrier. Donc ça c'est un ETF qui est intéressant, on a pas mal d'informations dessus, je te laisserai décortiquer les petites informations, hein, d'accord, t'as pas mal, voilà, t'as aussi les différentes performances qu'il a pu avoir. Là, on est sur l'espace d'un an, donc tu vois, 33% d'augmentation de capital en l'espace d'un an. On pourrait très bien monter depuis toujours.
Alors hop là, depuis 5 ans du coup, tu vois que depuis 5 ans, on a eu bon, un petit crash qui a été, je sais pas, il y a 5 ans, c'était en 2023, en 2020, bon ce qui est un peu normal, c'était en 2020, et puis après on a fait que monter continuellement. C'est un petit peu logique en fin de compte pour cette période-là, compte tenu des comment dire, sujets qu'il y avait à ce moment-là. Donc voilà, on a pas mal de petites informations, et tu retrouves le fameux petit code, tu vois, qu'on parlait tout à l'heure au niveau de la recherche. Tu peux le copier directement ici, et puis tu peux aller sur ton moteur de recherche et aller faire ça à cet endroit-là. Donc là, tu peux aller rechercher les informations. Il y a un autre endroit qui est peut-être un peu plus lisible pour rechercher les informations, c'est tu cliques sur produit. Moi, c'est comme ça que je fais. Tu vas sur tracker, et sur tracker, tu rentres ton produit à cet endroit-là. À partir du moment que tu as fait ça, tu vas te retrouver avec une liste. Alors tu te dis, bah, je comprends pas, j'ai copié un code et en fin de compte, ce code-là, il est à peu près partout. Tu vois qu'on a à peu près le même prix partout pour, à quelque chose près, hein. On a le même prix à peu près partout. On va prendre, nous, le premier pour deux raisons. Déjà parce que le WRD, c'est la référence que nous avions ici, WRD, d'accord. Et la deuxième chose, c'est que, alors on aurait pu, voilà, c'est le premier, et la deuxième chose, c'est que on est sur l'Euronext Paris, donc c'est la distribution du cours qui se trouve à Paris. Donc pour moi, c'est ce qui va m'intéresser. Donc on va pouvoir cliquer ici. Hop, à cet endroit-ci, je l'ai même mis en favori, tu vois, dernièrement pour pouvoir te le retrouver assez rapidement. On peut cliquer ici et puis on peut voir que par exemple sur les 5 ans, on a exactement le même graphique que nous avions initialement. Donc ça, c'est un petit ETF où on a un certain nombre de, comment dire, de parts qu'on va pouvoir acheter dessus. Ici, on a le cours actuel de cet ETF-là. On va se remettre sur à peu près une semaine. Sur un mois, pardon. On a pas mal d'informations. Ces informations-là recoupent bien avec les informations qu'on a sur Just ETF. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est investir un petit peu d'argent dans cet ETF-là, d'accord. L'idée, ça va pas être d'investir les 1200 € d'un coup que l'on a. En tout cas, c'est ma stratégie, bien évidemment. Chaque personne va avoir sa stratégie. Chaque personne va mettre en place les stratégies qui lui correspondent en fonction de sa propre vision. Moi, pourquoi est-ce que je ne mets pas tout d'un coup dans les marchés? Parce que, en fin de compte, ça va nous offrir des opportunités d'achat plus intéressantes. Ici, on va faire le processus d'achat pour te montrer ça jusqu'au bout, et dans un second temps, je vais te montrer et t'expliquer pourquoi je n'achète pas tout d'un coup. Donc la première étape, ça va être de cliquer sur achat, donc sur notre ETF. Donc je vais cliquer sur achat. Ici, on va rester sur ordre du jour, mais on va se mettre à cet endroit-là au marché. Certaines personnes mettent cours limité et notamment renseignent à la main le prix auquel ils veulent réellement acheter cet ETF-là. Notamment ici, on pourrait très bien se dire, quand le cours retourne à 35,60 €, eh bien à ce moment-là, je voudrais acheter. Concrètement, ça veut dire que tu seras exécuté quand le prix viendra atteindre ce niveau-là. Mais il est possible qu'il ne l'atteigne pas du tout. Il est possible que ça continue de monter, donc jamais tu ne seras exécuté. Moi, j'ai une préférence parce que comme je fais cet investissement-là régulièrement toutes les semaines, je le fais au cours de l'action, au cours du marché. Notamment, généralement, je fais mes achats après 15h30, heure française, pour une simple et bonne raison, c'est que les marchés américains sont ouverts et que ça bouge. Donc, en règle générale, c'est à ce moment-là qu'on va avoir des bons mouvements. Je vais acheter donc au marché, donc je vais acheter au prix qui va m'être proposé par De Giro. Là actuellement le prix ça va être 35,645 € et je vais prendre que 2 quantités de cet ETF là. Je vais cliquer sur valider, ça va me dire que ici, le prix actuel va être ça, mais le temps que je parle, ça peut évoluer un petit peu. Et notamment ici, on a les frais de courtage qui sont estimés, qui sont à 1 € sur cet ETF là. Donc ça veut dire que pour acheter à peu près 70 € d'ETF, je vais payer 1 € de frais. Et ces 1 € de frais, je vais les payer toutes les semaines parce que je vais racheter 2 parts d'ETF toutes les semaines. Donc je fais confirmer, l'ordre est envoyé, donc l'ordre il a été placé et il va être directement intégré sur la place de marché et sur cet ETF là, pardon. Donc quand l'ordre sera complètement exécuté, je vais avoir une nouvelle ligne qui va venir s'ajouter dans mon portefeuille, notamment ici pour l'instant j'ai qu'une seule ligne qui est le S&P 500 et je vais avoir une seconde ligne qui va être donc le MSCI
CI World, d'accord, qui va venir s'ajouter en tant que nouvelle ligne. J'ai actuellement 76 quantités ou 76 parts de cet ETF là, et je vais m'ajouter donc 2 parts supplémentaires de cet ETF là. Et donc dans les prochaines semaines, je vais continuer en fin de compte cet investissement régulier, soit sur l'un, soit sur l'autre, ou peut-être probablement les deux d'ailleurs, parce qu'on va accélérer un petit peu ce compte qui est exposé sur cette chaîne YouTube, de telle sorte, déjà à te montrer qu'en fin de compte, c'est un investissement qui est quand même assez intéressant à mettre en place sur le long terme, et puis en même temps pour te montrer que, concrètement, on va continuer à investir ensemble sur les marchés financiers. L'autre point, je ne sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, mais on a passé la barre des 600 € de gains simplement dans le cadre de cette formation, tu vois, juste dans la journée. On a fait quasiment plus 26 € de gains supplémentaires dans la journée avec un petit budget de 4200 € de portefeuille. Donc c'est pas un portefeuille énorme, mais tu vois que au fur et à mesure que l'on avance dans l'investissement, on a quand même des rentrées d'argent qui sont intéressantes. C'est-à-dire on vient de repasser au-dessus de la barre des 600 €. Bon, voyons donc la deuxième partie maintenant. Pourquoi est-ce que je n'investis pas mes 1200 € d'un coup sur les marchés? Pour une simple bonne raison, c'est que c'est une question de stratégie d'investissement et d'avoir des prix plus intéressants à certains moments du mois. Et notamment des années. Si on prend par exemple juste sur un mois, ou même d'ailleurs même 3 mois, voilà, on va faire 3 mois, eh bien on a eu du pricing sur le marché qui a été plus intéressant à certains moments qu'à d'autres. Ici par exemple, si on reprend le 2 septembre, si j'avais investi régulièrement, donc tous les lundis, là j'aurais investi le 2 septembre, j'aurais acheté 2 parts de cet ETF là, et la semaine suivante ça aurait dégringolé. Sauf que la semaine suivante, donc là ça serait potentiellement le lundi suivant, donc le lundi 9, eh bien j'aurais racheté à nouveau 2 parts de cet ETF là, mais à un prix plus intéressant que la semaine précédente. Ce qui fait que je vais avoir une moyenne qui va se créer au fur et à mesure. Je vais avoir une moyenne entre les deux qui sera à peu près environ 32,50 € le prix moyen d'achat, parce que un côté je rachetais à 33,20 et de l'autre côté je rachetais à 32,10. Donc je vais avoir une moyenne entre les deux qui va s'exécuter. Et concrètement, de fil en aiguille, on va continuer. Là on va être le lundi suivant, je vais racheter à 32,80. Donc un prix plus intéressant que celui du 2 septembre, un peu moins intéressant, et on va continuer comme ça. Ici par exemple, le lundi 17, c'est le plus haut, eh bien je me pose pas de questions, je continue à acheter 2 parts, et on continue, et on voit que par exemple, lundi 4, on achète à nouveau à un prix plus intéressant. Ici on vient d'acheter à un prix qui est relativement haut, 35,55 à peu près, peut-être que la semaine suivante, ça va dégringoler. Peut-être que la semaine suivante, ça sera beaucoup plus haut, bien évidemment. Mais dans tous les cas, on va avoir à lisser en fin de compte l'achat ou tout du moins le prix d'achat moyen de nos différentes parts. Et c'est ça qui va être intéressant, plutôt que de investir une grosse partie de son capital d'un coup, on va investir une toute petite partie de son capital au fur et à mesure. Alors attention, il faut que ça soit quand même judicieux, c'est-à-dire que si tu achètes une part par une part, il faut se dire que tu vas acheter 35 € et tu vas te rajouter 1 € de frais supplémentaires. Donc à chaque semaine, ça va te coûter entre guillemets 36 € sur ton capital initial où tu as déposé de l'argent. Par contre, le fait de l'acheter soit par 2, soit par 3, moi j'achète par 2, je trouve ça raisonnable d'avoir 1 € de frais, ça fait 50 centimes de frais par part d'achat sur le marché. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et comme mon objectif est à très très long terme, eh bien pour le coup, je vais continuer cette stratégie. Donc voilà pourquoi je ne vais pas investir la globalité de ce capital que j'ai ici, puisque je vais le lisser sur plusieurs semaines. D'autres personnes pourraient très bien critiquer cette méthode, à juste titre bien évidemment, puisque on parle quand même de frais qui viennent grignoter une partie du capital. Après, il y a d'autres stratégies aussi, tu vois, par exemple, sur mon compte qui est le compte Revolut, qui est un compte action. Là, par contre, je ne vais pas investir
toutes les semaines, mais je vais investir entre 2000 et 3000 euros tous les mois, de telle sorte à ce que justement ces 2 ou 3000 euros aient un impact en termes de frais beaucoup moins important. Donc pour le coup, je vais regrouper cet achat-là puisque je vais acheter des actions, enfin des parts, ou tout, enfin des parts en termes d'actions d'entreprise. Donc ma stratégie sera un petit peu différente parce que l'objectif c'est de faire aussi grossir mon autre portefeuille de façon un peu plus agressive. Donc voilà la stratégie que tu peux adopter. Encore une fois, je te le rappelle, tu as 2 stratégies possibles. Soit tu préfères investir en une seule fois ton capital et minimiser au maximum les frais. Par contre, tu peux t'exposer, bien évidemment, sur le moyen terme, tu peux t'exposer à des vagues, des vagues de pertes. Imaginons que par exemple, ces 1200 euros, si je les avais injectés le jeudi, ou tout du moins, non, on va dire le lundi 21 octobre, on était quasiment au plus haut. Ça veut dire que pendant quasiment 2 semaines, on a eu une dégringolade qui était due très probablement aux élections présidentielles américaines, c'est-à-dire qu'ils anticipaient un petit peu les élections, donc les marchés se calmaient un petit peu ou calmaient un petit peu leur jeu. Et bien ça veut dire que sur 1200 euros d'achat de part de ce capital-là, enfin de ce ETF-là, et bien pendant 2 semaines, j'ai 1200 euros qui sont en perte sur la quantité, ce qui psychologiquement peut être dur. Au départ, il faut faire extrêmement attention. Je fais une petite parenthèse parce que je viens de faire une coupure et je me suis aperçu d'un truc très purement technique. Je viens de racheter l'ETF, je viens de renvoyer un nouvel ordre de cet ETF là. Alors j'aurais pu te dire que c'est passé comme il était à la poste et tout ça, mais je préfère te donner la raison technique et que tu comprennes bien les choses jusqu'au bout. J'ai simplement changé le code de base de l'ETF. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on expliquait tout à l'heure, ici, hop, on remet le code. Ici, j'avais pris donc cet ETF là qui était le WRD avec l'identifiant qui est le suivant, qui est sur l'Euronext. Sauf qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'Euronext, c'est fermé compte tenu du fait que c'est la bourse de Paris, et pour le coup, l'ordre ne peut pas être exécuté. Donc moi, je me suis basé sur un service qui permet d'être exécuté n'importe quand. Je n'aime pas, la problématique qu'on a en France, c'est-à-dire que voilà, 17h, c'est fermé, on s'arrête là, plus personne ne travaille. Moi, je préfère travailler avec le monde entier, et notamment avec des services qui fonctionnent H24. Donc quitte à payer un tout petit peu plus cher, parce que tu vois on était à 35,65 et ici on est à 35,83, peu importe, ça ne me pose pas de problème compte tenu du fait que ce tout petit peu plus cher, de toute façon c'est du capital qui m'appartient. Les frais sont exactement les mêmes, ça ne change absolument rien derrière. Et donc ça nous a permis d'ajouter une nouvelle ligne dans notre portefeuille boursier. À partir de ce moment-là, tu vois ici qu'on est déjà dans le rouge. Si on fait abstraction de la deuxième ligne, on est déjà dans le rouge de quasiment moins 1 euro, ce qui correspond aux frais que DeGiro se prend. C'est tout à fait normal. Mais psychologiquement, il ne faut pas au début regarder son compte tous les jours. Il ne faut pas que tu t'attardes sur l'évolution de ton compte parce que les actions, ça évolue. Et tu peux le regarder sur du long terme, sur 3 ans, il y a des moments où on est au maximum et puis des fois c'est la chute libre, après ça remonte, ça vient à stagner, ce qu'on appelle un range d'un point de vue technique et concrètement on commence à remonter, mais ça remonte tellement doucement que ça ne peut nous paraître pas forcément très intéressant d'investir, si ce n'est qu'on reçoit quand même les dividendes par la suite, d'accord? Donc ça c'est intéressant à prendre en considération et puis après forcément on a une petite montée qui va bien. Mais au début ça va osciller entre une hausse, une baisse et puis une hausse suivante et puis une baisse suivante, etc. Ce qui devient pas forcément d'un point de vue psychologique, ce qui peut être compliqué pour certaines personnes. Donc l'idéal c'est effectivement de regarder son compte, mais que au moment au début où tu vas réinvestir dedans. C'est-à-dire que si tu investis par exemple tous les lundis à 15h30, eh bien il n'y a qu'à ce moment-là tu verras l'état de ton compte. Et si tu le vois dans le rouge et que c'est la journée d'investissement, il faut se dire d'un point de vue psychologique que c'est les soldes, que c'est le moment où il est intéressant de pouvoir investir parce que le prix est moins cher que la fois précédente. Moi, je le vois plus comme une opportunité. Si je vois une baisse des marchés au moment où j'investis, eh bien, je considère
que c'est les soldes pour moi et que je vais acheter le prix, enfin tout du moins la part d'ETF à un meilleur prix. C'est pour ça que j'estime que c'est intéressant. Et il reste un point à voir. Je suis retourné sur le S&P 500 ici, que tu vois à cet endroit-là, pour te montrer une petite chose intéressante. Ici, on voit qu'il y a le prix de seuil de rentabilité qui est de 47,52 € ou tout du moins 526. Ce montant-là, il est intéressant parce que c'est concrètement, je t'expliquais tout à l'heure que quand tu achetais à un certain niveau, notamment soit au plus haut, soit au plus bas, eh ben, tu faisais une espèce de moyenne de tes achats. Et bien cette moyenne-là te permet de calculer un prix, un seuil de rentabilité qui est le moment où si l'ETF passe en dessous de 47,52, eh bien c'est qu'à ce moment-là que tu perds de l'argent. Ça veut dire que le moment où le marché pourrait passer en dessous de la barre des 47,52, j'aurais effacé tous les gains que j'ai ici et je commencerai à être dans le négatif. Autant te dire que 47,42, faut que le marché dégringole de absolument quasiment toute la hauteur que tu vois ici. Peut-être un peu moins, 42, 52, on est à 55 ici. Ça veut dire que quand le marché reviendra à ce niveau-là, eh bien j'aurai effacé absolument tous mes gains. Et quand tu regardes un petit peu les creux que fait le marché, il faut vraiment qu'il y ait un problème sur les marchés mondiaux pour avoir un tel crash. Si on remonte par exemple sur un an, tu regardes, on était ici à cet endroit-là, on n'est pas forcément redescendu beaucoup plus bas. Si on descend sur 3 ans, mis à part toute cette période-là qui était un peu particulière, on n'a jamais refait un crash vraiment extrêmement important. Peut-être celui-ci qui doit peut-être correspondre à... Bah non, même pas, tu vois. Ça n'a pas trop de raison. Ici, il y a eu un problème, je crois que c'était au mois d'août, il y a eu dû avoir un problème avec la banque du Japon. Et pour le coup, on a eu un petit crash, mais tu vois, qui a été réeffacé quasiment dans la semaine qui suivait. Donc, avoir un crash extrêmement important, c'est quelque chose qui est quasiment peu probable sur ce type de marché, compte tenu du fait que c'est basé sur de l'économie réelle. Ça veut dire que derrière, ce sont des vraies entreprises qui créent de la vraie valeur, qui créent des vrais produits. Dans ces entreprises, tu peux avoir du Apple, tu peux avoir du Nvidia, tu peux avoir du Microsoft, tu as du Tesla. Tesla est très volatile, mais malgré le fait que Tesla soit très volatile, eh bien, le marché ne va pas s'écrouler pour autant. Donc les ETF, à mon sens, sont quelque chose d'intéressant sur lequel on peut tabler sur l'avenir pour pouvoir se constituer un capital important. Chacun a son objectif de capital, ou tout du moins de construire son capital. Certaines personnes, c'est pour établir une retraite. Si tu es très jeune et que tu as 25, 26 ans, eh bien concrètement, ça peut être un des meilleurs moyens de se constituer une retraite au fur et à mesure, parce qu'au début, tu vas peut-être pas mettre beaucoup d'argent, mais quand tu vas voir que le fruit de ton travail, tu vois, ne serait-ce qu'en l'espace d'un an, simplement en achetant moins de 100 parts de cet ETF-là, en l'espace d'un an, on est déjà à plus 600 € de gains. Tout cumulé. Donc, et on met pas beaucoup d'argent, d'accord. La valeur de l'ETF, c'est 56 €. J'ai commencé à l'acheter à 45 €, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace d'un an, en ajoutant des petites pelles de parts d'ETF supplémentaires, eh bien, on commence à se constituer un petit capital intéressant. Et puis, si au-delà de 30 ans, tu arrives à 5 ans d'investissement, avec l'effet de levier, avec les intérêts composés, eh bien tu augmentes largement plus ta capacité à construire ton capital. Et quand tu vas arriver à 55 ans, 60 ans, tu auras un capital qui sera suffisamment important pour peut-être profiter par exemple de la retraite par répartition que l'on a actuellement aujourd'hui, et d'avoir en complément de revenus ta retraite par capitalisation, ou peut-être avoir uniquement que ta retraite par capitalisation parce que tu auras mis suffisamment de côté. Et puis forcément, une carrière, ça évolue. Au début, on commence au SMIC, et puis à la fin, on gagne 2000, 3000 € à la fin de la carrière. Ça dépend de ce que l'on fait, bien évidemment, comme métier. Et donc on investit beaucoup plus. Et puis on a des opportunités dans la vie. Malheureusement, il y a des parties de la vie qui ne sont pas les plus faciles, mais qui permettent d'avoir un héritage supplémentaire. Cet héritage-là peut servir à se
constituer, à renforcer son investissement. Donc il y a énormément de possibilités à mettre en place justement en termes d'investissement sur le long terme. Et pour conclure un petit peu sur cette partie investissement long terme, même si tu as 40, 45 ans, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place pour léguer une partie d'un héritage à ses enfants. Concrètement, si tu arrives à mettre 50 000 euros jusqu'à la fin de ta carrière, retraite incluse par exemple, pour arriver jusqu'au bout, en termes de coup de pouce pour ses enfants, c'est quelque chose qui peut être assez sympathique pour les lancer dans la vie, pour pouvoir commencer, parce qu'on sait tous qu'on démarre jamais une carrière sauf si on est un politique qui est bien payé par les impôts français et qui profite de la situation. Un Français standard qui travaille dans le privé n'a pas exactement les mêmes privilèges qu'un homme politique peut avoir. Donc pour débuter et pour pouvoir donner un héritage à ses enfants, c'est aussi une bonne opportunité, je trouve. J'espère que cette formation t'aura apporté des informations intéressantes pour te permettre de faire tes premiers investissements. Tu vas retrouver un lien, bien évidemment, d'affiliation qui se trouve juste en dessous. Tu peux choisir de l'utiliser ou non. Et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires parce que c'est quelque chose que l'on pourra peut-être renouveler. On pourra peut-être faire des chapitres complémentaires à cette formation initiale pour pouvoir approfondir certains sujets, pour pouvoir améliorer justement cette formation et peut-être faire une version 2, un volume 2 de cette formation. Je te dis à plus tard, je te souhaite bon courage et de bien profiter des fruits de tes investissements.